Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Comap. Je suis Sophie Kellegagnant, donc en charge des formations techniques et nous allons passer à peu près 25-30 minutes ensemble aujourd'hui pour vous parler de la Nexus Valve Fluctus. Donc on va parler d'équilibrage statique et cette valve va permettre de faire un équilibrage performant et facile, vous allez voir. Alors, nous allons passer donc 25-30 minutes ensemble. Vous pouvez poser des questions, mais à l'écrit. Vous avez une box questions sur le côté et j'y répondrai après le webinaire dans la journée par email. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rebalayer le problème. Donc, on va parler d'un réseau non équilibré. Qu'est-ce que ça donne quand un réseau de chauffage n'est pas équilibré? Ensuite, on reparlera de l'objectif de l'équilibrage pour recadrer les choses. Et je vous décrirai ensuite la vanne Fluctus, donc description, sa technologie et l'ensemble des bénéfices qu'elle vous apporte si vous installez cette vanne sur ce réseau. Et ensuite, on terminera par une application, donc le réseau un peu non équilibré du départ, on va l'équilibrer avec cette vanne Fluctus. Eh bien, c'est parti. Alors, tout d'abord, pourquoi équilibrer un réseau? Qu'est-ce que ça donne si le réseau n'est pas équilibré? On va prendre un cas de figure, voilà, un immeuble de logement dans lequel il y a 8 étages. La chaufferie est centralisée en sous-sol. On va s'intéresser au réseau de chauffage que vous voyez ici. Donc, de manière simple, on va avoir 4 colonnes. Donc, 8 appartements par colonne, un par étage. Autrement dit, il y a 32 appartements sur ce réseau. La chaufferie est donc un sous-sol et nous, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau d'une colonne uniquement. Alors, si on n'équilibre pas le réseau, voilà ce que ça donne en termes de distribution de débit et distribution de température. Le débit attendu, en fait, en estimant qu'on a, je dirais, le même appartement par étage, donc la même demande en termes de chaleur, la même demande en termes de débit. Pourquoi? Parce que c'était plus facile pour les calculs. On remarque ici qu'au 8e étage de la colonne, donc le dernier étage, là où le réseau est défavorisé, là où le réseau a beaucoup de pertes de charge, donc l'eau est freinée. Donc globalement, naturellement, dans ce réseau, on aura un débit plutôt faible. On est à 132 litres par heure alors qu'on attend 330 litres par heure. Donc, une température qui est plutôt fraîche, 16 degrés dans le logement, et on ne pourra pas aller au-delà. Donc, la personne dans le logement se gèle. Au milieu de la colonne, on a le logement numéro 4, par exemple, avec un débit de 326 litres par heure qui correspond au débit attendu. Donc ça, c'est un hasard. Autrement dit, la température est confortable dans le logement, c'est 20 degrés, la personne est plutôt bien installée, pas de problème de chauffage. Et de la même manière, au premier étage, là où on a un réseau de chauffage qui est court, donc on a une boucle qui est courte, donc peu de perte de charge. Autrement dit, c'est le réseau le plus favorisé, on a naturellement un surdébit. Et ici, on a 432 litres par heure, donc autrement dit, 31% en plus de débit. Et là, il fait un peu plus chaud dans le logement. Ce qui est important de voir ici, c'est que la distribution naturelle des débits sans qu'on fasse de réglage, donc sans équilibrage, va apporter un décalage de température ici de 5 degrés entre le haut de la colonne et le bas de la colonne. Donc, c'est inconfortable pour la personne qui habite au 8e étage parce qu'elle a froid et c'est inconfortable pour la personne qui habite au premier étage parce qu'elle peut avoir trop chaud, plus d'autres nuisances, type nuisances sonores. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette situation? La personne qui est au dernier étage va se plaindre, appelle sa régie ou son bailleur social, de manière à ce qu'on augmente son débit d'eau chaude pour qu'il ait plus chaud dans son appartement. Donc la fausse solution, qu'est-ce que c'est? C'est de booster la pompe. Première chose, il faut savoir que quand on augmente le débit, quand on cherche à augmenter la température dans un appartement, plus 1 degré, ça implique derrière une surconsommation énergétique de 6 à 10% en trop. Et qu'est-ce que ça nous apporte au niveau distribution des débits et de la température? On voit ici que si on fait en sorte que l'habitant du 8e étage ait le bon débit d'eau chaude dans ses radiateurs et donc la bonne température dans son logement, on va avoir des températures plus élevées partout dans la colonne. Et si vous regardez le premier étage, là où j'ai le réseau le plus favorisé, je retrouve un surdébit de 81%. C'est énorme.
Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est la surconsommation énergétique. Au global, dans la colonne, je suis à plus 41% de surconsommation énergétique. Les autres conséquences, ça va être quoi? Ben, la température de retour de l'eau qui va être trop chaude. Si on a une chaudière à condensation, clairement, on ne condense plus. Si on ne condense plus, on peut diminuer drastiquement le rendement de la chaudière. Ensuite, quand on est en surdébit, qu'est-ce qui se passe? On a une installation qui a été dimensionnée pour un débit de 330 litres par heure. Si j'envoie 597 litres par heure, j'ai une vitesse de passage qui va être super importante. Donc derrière, ça peut générer du bruit, de l'érosion, et s'il y a de l'érosion, un risque de vieillissement prématuré de l'installation. Donc c'est super mauvais, sans compter le bruit qu'on va avoir dans les vannes thermostatiques, les robinets thermostatiques au niveau des radiateurs. Où ça se trouve, au premier étage, ils n'arrivent même plus à fermer les robinets. Et derrière, si on a une surconsommation énergétique, surchaudir seul, ça veut dire qu'on augmente d'autant l'empreinte carbone. Donc globalement, à tous les niveaux, c'est mauvais. Là, si on résume, quand on n'équilibre pas un logement ou quand on n'équilibre pas un réseau, pour l'occupant, c'est de l'inconfort, il fait trop chaud, il fait trop froid, c'est des nuisances sonores et c'est un surcoût. Pour la maintenance et l'exploitation, donc la société qui intervient pour l'exploitation du réseau, c'est des fréquences d'intervention qui sont plus importantes dans la mesure où on veut booster la pompe, et puis derrière, il va falloir réparer les fuites si on a trop d'érosion au niveau du système. Au niveau maîtrise d'ouvrage, si on prend l'exemple du bailleur social, c'est des plaintes à gérer et là aussi, c'est un surcoût. Donc tout ça pour dire qu'il faut équilibrer le réseau et nous maintenant, on va parler d'équilibrage statique. Alors, l'objectif de l'équilibrage, déjà, on le sait à peu près tous, mais c'est toujours bon de repositionner les choses. On vient de voir que dans notre immeuble, il faisait plutôt froid en haut d'immeuble et plutôt chaud en pied d'immeuble. Donc, température trop basse en haut, trop haut en haut, trop haute en haut, en bas de l'immeuble, pardon. L'objectif de l'équilibrage, ça va être de faire en sorte qu'on ait une température confortable pour tout le monde. Ici, par exemple, 21 degrés en tout point du bâtiment. Techniquement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on ajuste les débits partout, sur les radiateurs, mais aussi sur toute la partie amont. Et ajuster les débits, ça demande aussi d'ajuster les pertes de charge à travers la vanne. Autrement dit, nos vannes d'équilibrage, elles ont toujours deux composantes, le débit et la perte de charge. Nous, on va parler d'équilibrage statique. L'équilibrage statique, qu'est-ce que c'est? C'est déjà la même chose que l'équilibrage manuel. Si vous entendez équilibrage statique et équilibrage manuel, c'est pareil. En fait, on va régler le débit nominal. Le débit nominal dans un radiateur, c'est le débit qui a été calculé pour le dimensionnement du radiateur pour compenser les pertes thermiques dans la pièce, dans la maison, dans le logement. Et ce débit nominal, il est calculé pour pouvoir chauffer le logement à une température de 19, 20 degrés, voire 21 degrés, au moment où il fait le plus froid l'hiver. C'est ça le débit nominal. Si on prend un exemple, Briançon par exemple, on va calculer le débit nécessaire dans les radiateurs lorsqu'il fait moins 19 degrés l'hiver, alors qu'on cherche à avoir une température ambiante de 19 ou 20 degrés à l'intérieur du logement. Donc, c'est le débit maxi qu'on va envoyer à travers le radiateur. Le réglage du débit nominal, donc l'équilibrage statique, il faut le faire pour tout nouveau projet, tout nouveau réseau, toute nouvelle construction. On parle bien d'un réseau bouclé, c'est-à-dire que l'eau part de la chaudière, l'eau chaude part de la chaudière, elle va délivrer sa chaleur dans le radiateur, elle revient vers la chaudière pour être chauffée à nouveau. On parle d'une boucle. Donc, pour toute nouvelle construction, et on doit équilibrer le réseau, donc statiquement, faire un équilibrage statique quand on est dans le cas d'une grosse rénovation, comme par exemple l'isolation extérieure des façades, puisque le besoin de chauffage va être ensuite différent, donc il faut recalculer les débits et il faut rééquilibrer l'installation. L'emplacement des vannes d'équilibrage maintenant. L'emplacement des vannes d'équilibrage, on va en mettre partout où l'eau se divise en deux réseaux différents, deux circuits différents. Ça veut dire qu'on va les mettre sur les colonnes. Ici, vous voyez que j'ai deux vannes d'équilibrage sur mes colonnes. On va les mettre sur les branches et sur les terminaux, c'est-à-dire que les points rouges que vous voyez ici, ce sont par exemple les vannes thermostatiques au niveau des radiateurs. Ou ici, on est sur le retour, c'est plutôt les raccords de réglage.
Donc, on va mettre des vannes partout où on en a besoin dès l'instant que l'eau se divise. Vous remarquerez que j'ai mis des vannes sur les circuits les plus défavorisés. Ici, j'ai une vanne sur la colonne alors que mon circuit d'eau ne se divise pas. J'ai des vannes sur mes dernières branches où je n'ai pas de division de mon flux d'eau. Donc, en fait, on va aussi installer des vannes d'équilibrage sur le circuit les plus défavorisés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si jamais il se passe… Alors, cette vanne va être grande ouverte, clairement, elle ne va pas faire de réglage, mais pendant la vie du réseau, on est toujours amené un jour ou l'autre à avoir à faire du diagnostic, c'est-à-dire qu'on va devoir mesurer des débits. Si on n'a pas de vanne d'équilibrage installée sur les circuits les plus défavorisés, ce sont des endroits où on ne pourra pas faire de mesure de débit. Autrement dit, on n'aura pas accès au débit, on sera à l'aveugle. Donc, il est intéressant d'avoir des vannes d'équilibrage sur les circuits les plus défavorisés. Et dans la mesure où, de toute façon, on a besoin de vannes d'arrêt, ben, autant installer une vanne qui a quelque chose en plus et qui va donc nous permettre de faire du diagnostic. Donc, les vannes d'équilibrage, on va les mettre sur toutes les branches et sur toutes les colonnes. J'ai aussi une vanne ici qui est sur le circuit primaire, donc elle va être proche de la pompe, cette vanne-là. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle la vanne de compensation. Elle va être là pour travailler avec la pompe et régler le débit. Maintenant, je vais vous présenter cette fameuse vanne Fluctus, donc qui va vous permettre de faire de l'équilibrage statique. Tout d'abord, en introduction, on va parler d'une vanne à pointeau. Le pointeau, c'est ce que vous voyez ici, la petite tige qui descend. C'est une vanne d'équilibrage statique qui est dite à orifice fixe, FODRV en anglais, donc Fixed Orifice Double Regulating Valve. L'orifice fixe dont on parle, c'est le venturi qui est situé en amont de la vanne, que je vous montre ici avec ma flèche. Donc ici, j'ai un venturi et en fait, on parle de l'orifice fixe pour la mesure du débit. C'est une vanne qui a 99 positions. On verra que ça va permettre derrière de faire un réglage plutôt précis. Alors, quelques éléments de technologie. Vous voyez ici la poignée de la vanne et vous voyez ici la bille. Donc ici, on a en fait une vanne d'arrêt, une vanne à bille. À l'intérieur, vous allez avoir le pointeau de réglage. D'accord? Ce pointeau va donc monter ou descendre selon la position dans laquelle on va faire le réglage. Et vous voyez que la position est visible sur le dessus de la vanne. Ici, par exemple, on est en position 52. Vous avez aussi la dénomination de la vanne et son KV inscrit sur le dessus de la poignée. Donc là, on fait le réglage de la vanne et avec la partie bleue et la bille qui est ici, c'est une vanne d'arrêt. Ensuite, on va avoir le système de mesure, donc le venturi qui est situé en amont de la vanne et qui est dissocié de la vanne, et les deux prises de pression en amont et en aval du venturi qui vont nous permettre de faire la mesure de débit. Vous pouvez voir ici une autre vue en coupe avec la bille, donc la vanne d'arrêt, et ici le pointeau qui permet donc de faire du réglage. Donc voilà en matière de technologie ce que ça donne. Le principe de la vanne à pointeau, le fait que ce soit une vanne à pointeau, c'est très intéressant parce qu'une vanne à pointeau a une meilleure résistance grâce au pointeau à l'encrassage, à l'érosion et à la cavitation. En deux mots, la cavitation, pour rappel, c'est un phénomène durant lequel on a une chute de pression à l'entrée de la vanne qui provoque une vaporisation du fluide. Ce fluide derrière la vanne va se recondenser parce qu'on est en zone haute pression et la condensation en fait va générer une onde de choc qui est 7 fois supérieure à ce que peut supporter l'acier. Autrement dit, c'est un effet qui est dégradant, qui est très dommageable. On en parle beaucoup pour les pompes, on en parle aussi pour les vannes. Donc, c'est un phénomène auquel il faut faire très attention. Donc, en fait, la vanne à pointeau va permettre de mieux résister à ces phénomènes-là. Quand on la compare, par exemple, à une vanne à siège. Ici, vous avez le schéma d'une vanne à siège dans lequel vous avez le fluide qui arrive ici par la gauche à l'intérieur de la vanne. Et en fait, la vanne, le corps de vanne ici, le clapet, est en opposition par rapport au fluide. Donc, quand on a une vanne à siège, on a un système qui est plus encrassant et qui s'érode plus facilement. S'il s'érode plus facilement, on va générer plus de fuites. On va risquer davantage les fuites. Donc, avec la vanne à pointeau, moins de risque de fuite et moins de risque de vieillissement prématuré de la vanne. Ensuite, on a dit que c'était une vanne d'arrêt
plus une vanne de réglage. Ici, on a une combinaison de 2 vannes, donc c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la vanne d'arrêt est dissociée du réglage. Ce n'est pas un volant pour régler et pour fermer la vanne, c'est une poignée. Donc, la poignée permet notamment de savoir qu'on est permettre de savoir, immédiatement qu'on est complètement ouvert ou complètement fermé. Quand la poignée est parallèle au flux, c'est que la vanne est ouverte. Quand elle est perpendiculaire, c'est que la vanne est fermée. Donc, c'est immédiatement visible. L'intérêt aussi de la dissociation des 2 vannes, c'est qu'on n'a pas besoin de mémoire de réglage. Une fois que c'est réglé, c'est fini, c'est fait. La mesure du débit maintenant. On a parlé de la mesure du débit avec un orifice fixe qui est le venturi. Donc, pour mesurer le débit, en fait, c'est très facile avec le mesureur. On va donc mettre le mesureur sur les 2 prises de pression. Ici, brancher le mesureur sur les prises de pression. Comme vous pouvez le voir ici, donc on a l'orifice fixe qui est donc notre venturi. Faire une mesure de différence de pression ici P1 moins P2 au niveau du venturi et la delta P va nous permettre d'avoir un débit. Donc au niveau du mesureur, il est uniquement nécessaire de rentrer le numéro de la vanne, la nature de la vanne et ensuite on va pouvoir lire le débit tout directement avec le venturi sans rentrer de position de réglage. Et ça va être un énorme plus parce qu'en fait, ça va permettre de faire une mise en service qui est très rapide en lecture directe sur le mesureur. Et le bénéfice aussi, bien sûr, ce sera de faire du diagnostic par la suite. Si j'en reviens au réglage maintenant, le réglage, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur la poignée, on a une clé Allen pour faire le réglage, donc déjà pas d'outil particulier. Il y a 99 positions, donc ça veut dire que pour faire le réglage, donc la mise en service, on va lire le débit sur le mesureur directement et on va tourner la clé Allen pour la mettre dans la bonne position, donc pour avoir le bon débit. Donc ça permet en termes de mise en service d'avoir, ça va prendre 20 secondes pour faire la mise en service de cette vanne, c'est très très rapide. Et le bénéfice aussi, on va le voir juste après, c'est la précision du réglage. En fait, on a un venturi. Comme on a un venturi, on a une précision d'à peu près 3% sur le réglage du débit. Ça, c'est le bénéfice dû au venturi. Donc, sur toute la zone de débit de la vanne, que vous pouvez voir ici, vous remarquez ici que la précision de mesure du débit est absolument excellente. Donc, ça veut dire qu'à la fois, on va pouvoir régler un débit très rapidement grâce à cette lecture directe, mais en plus, le débit qu'on va régler, il sera réglé précisément puisqu'on a une vanne qui a une précision à plus ou moins 3%. À savoir que les vannes du marché ont en général une précision qui est supérieure à 5%. L'installation de la vanne maintenant. Alors là aussi, en termes d'installation, ça va être facile puisqu'en fait, il n'y a pas besoin de longueur de stabilisation de débit. On fera tout de même attention à la pompe. Donc la vanne doit être quand même suffisamment décalée de la pompe. À peu près, on va être à 5 dN minimum de la pompe pour que tout se passe bien au niveau de la stabilisation du réseau. Mais hors cas de la pompe, on n'a pas besoin de longueur de stabilisation de débit. C'est toujours grâce au venturi. Donc ça veut dire que c'est une vanne qu'on va pouvoir installer près des coudes, près des réductions. On n'a pas à réfléchir de là où on doit la positionner. Autrement dit, en termes de bénéfices, c'est simple pour l'installateur. Il y a une grande liberté d'installation de cette vanne. On la met où on veut. La gamme maintenant, là aussi, ça va simplifier la vie de l'installateur dans la mesure où on va prendre la vanne qui a le même DN que la tuyauterie. En équilibrage, un équilibrage statique, quand on veut faire les choses correctement, on prend en général, soit on fait des calculs, soit on prend en général la vanne qui va avoir un DN de moins que la tuyauterie, pour que la vanne apporte de l'autorité dès l'instant qu'elle est posée, même en position grande ouverte. Ça, c'est un classique de l'équilibrage. Mais seulement, ça implique que l'installateur doit mettre des réductions entre sa tuyauterie et la vanne. Ici, en fait, on a fait différemment. Au niveau des dimensions, on a du DN15 au DN50 et pour les grosses vannes, du DN65 au DN600. Mais par DN, on aura ensuite 3 gammes de débit. Prenons par exemple la vanne en DN15, on a une tuyauterie en DN15, l'installateur prend la vanne en DN15 et ensuite il va pouvoir adapter son débit en fonction du réglage qu'il souhaite
avec des débits faibles, un débit standard et un débit élevé. Donc, ça laisse vraiment de la marge, ça laisse un choix en termes d'installation de la vanne. On choisit le même DN et ensuite on adapte le débit pour avoir un réglage correct. Donc là aussi, ça permet à l'installateur de se faciliter la vie. Un point sur le bouclage sanitaire. On a une vanne qui est ACS, donc elle est adaptée pour le bouclage sanitaire. Alors attention, hein, il y a beaucoup de paramètres réglementaires pour le dimensionnement du bouclage sanitaire. C'est dans le DTU 60.11. Vous avez des choses du type la vitesse de l'eau qui doit être au minimum de 2 mètres par seconde. Vous avez une température de l'eau qui doit être au minimum de 50 degrés quand l'eau arrive à la chaudière. Un diamètre interne de tube qui doit être de minimum 13 mm. Et au niveau de la vanne, là aussi, il y a des choses à regarder. C'est la section de passage minimum. Il faut que la vanne laisse passer une particule de 1 mm de diamètre dans la position dans laquelle elle va être installée. Donc, attention pour les vannes, ça veut dire qu'il y aura une position mini à respecter pour la vanne. Mais ça, c'est dans les données techniques de la vanne, ce n'est pas un souci. Donc, c'est une vanne qu'on peut utiliser pour le bouclage sanitaire. Et là, je reviens à la technologie. C'est une vanne à pointeau, donc en fait, elle ne s'encrasse pas. Donc ça aussi, c'est un gros avantage au niveau de la vanne pour une application en bouclage sanitaire. L'application maintenant, donc je viens de vous donner un peu tous les bénéfices de la vanne. En termes d'application, je vais reprendre mon immeuble de logement. Quand on installe une vanne d'équilibrage, il y a un certain nombre de choses à calculer. Donc, les paramètres de réglage pour la vanne, ça va être la chute de pression dans la vanne qu'il va falloir définir pour équilibrer les pertes de charge du réseau. Le débit. Dans mon cas de figure, ici, le débit, c'est de 330 litres par heure par branche à chaque fois. Mais vous remarquez que la delta P dans la vanne, elle augmente plus je descends dans mon réseau. Et ça, c'est issu du calcul. Ici, j'ai une tuyauterie en DN15, donc j'ai choisi une vanne en DN15 et c'est la DN15S pour avoir une ouverture qui va être conforme à l'attendu, c'est-à-dire à peu près 75% d'ouverture, notamment pour mes vannes les plus basses, hein, puisqu'en haut, je suis grand ouvert. Et ça permet de définir, donc ces calculs vont permettre de définir la position de réglage. Donc ici, je vous livre les calculs tels quels, mais sachez que Comap a tous les outils pour les sélections de vannes, pour faire les calculs. Donc bien entendu, on est là pour aider nos installateurs pour choisir la bonne vanne d'équilibrage et définir sa position de réglage. Au niveau du résultat, une fois qu'on a réglé les vannes telles que j'ai définies juste avant au niveau du débit et des pertes de charge, eh bien, on va avoir une température confortable dans tous les logements. On aura un débit qui sera de 330 litres par heure puisque c'est celui qu'on a défini et réglé avec la vanne, avec une précision de 3%. Et 75% d'ouverture, ça va permettre d'avoir un réseau stabilisé. C'est ce qu'on cherche à avoir pour une vanne d'équilibrage. Donc, on va stabiliser ainsi le réseau et on a une vanne qui a suffisamment d'autorité. Donc, on sait que le résultat est correct. Et c'est une des vannes qui nous permettront de faire du diagnostic pendant la vie du réseau. Donc, voilà un exemple d'application. Sans évidemment détailler les calculs, mais sachez que Comap est là pour la partie dimensionnement de la vanne. En résumé maintenant, pour terminer, pour rappel, l'ensemble des bénéfices de cette vanne Fluctus. On a dit que c'était une technologie à pointeau, ça ne s'encrasse pas de fuite, pas de vieillissement prématuré de la vanne. On a dit qu'elle était ACS, donc en plus du fait qu'elle ne s'encrasse pas, on peut l'utiliser donc très facilement sur le bouclage sanitaire, elle est faite pour. En termes de mesure de débit, on a un orifice fixe, c'est le venturi. On utilise une clé Allen pour régler le débit. Donc, le réglage, il est facilité. On a une clé Allen à tourner, mais surtout, on est en lecture directe du débit. Donc, on branche le mesureur, on lit en même temps qu'on tourne la clé Allen. Le débit qu'on aura réglé sera précis à 3%. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour éviter les surconsommations et les manques d'eau, en fait. En termes d'installation, pas besoin de longueur droite, d'accord? Donc, on a une grande liberté d'installation. Au niveau de la gamme, par DN, on va avoir 3 gammes de débit. Donc, on choisit la vanne qui a le même DN que la tuyauterie et on adapte le débit. Il y a des prises de pression, donc ça permettra de faire du diagnostic à l'avenir.
La poignée permet de savoir si on est tout de suite en position ouverte ou fermée au niveau de la vanne d'arrêt. Et comme on a des fonctions réglage et arrêt qui sont dissociées, il n'y a pas besoin de mémoire de ce genre de choses, donc d'ajout sur la vanne pour pouvoir avoir accès aux informations. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver sur CoExpert et sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt le 25 février pour un webinaire sur l'autosar, c'est-à-dire le robinet thermostatique auto-équilibrant de Comap. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous.